remporté la première baguette tradition mosellane récompensée. Jean-Christophe Zil et sa boulangerie L'Art du Pain à Putelange-au-Lac ont obtenu le label rouge pour leur baguette tradition. Mais cette distinction ne va pas pour autant engendrer un grand changement. C'est la même, il n'y a rien qui change, c'est juste qu'on s'impose des normes hyper strictes, un cahier des charges qu'on doit respecter, des normes d'hygiène qu'on doit respecter à la lettre, une taille de baguette qu'on doit respecter, un lamage, un poids, une dimension. Et surtout, c'est permettre aux clients de garantir une baguette qui soit la même tous les jours pour pouvoir que le consommateur s'y retrouve. L'obtention de ce label ne s'est pas fait tout seul. Jean-Christophe a dû passer plusieurs contrôles afin d'être certain qu'il remplissait tous les critères. Pour obtenir ce label, déjà, on est partenaire avec notre meunier qui nous aide dans cette démarche-là. Donc, il nous fournit une farine de tradition française label rouge. Parce que pour faire une baguette de tradition française label rouge, il faut avoir une farine label rouge. Donc, il y a toute la filière qui est mise en place, que ce soit l'agriculteur, le meunier, le boulanger. Et du coup, grâce au meunier, après, on fait appel à l'ODG. Donc, l'ODG Bagatelle, c'est un organisme de gestion qui va faire les demandes pour que l'État vienne contrôler notre baguette. Et c'est la seule baguette de tradition française label rouge qui a le droit d'être labellisée. Dans toute la France, ils ne sont que 160 boulangers à avoir obtenu cette distinction, qui représente beaucoup pour Jean-Christophe. C'est une grande fierté, mais c'est surtout un engagement de qualité déjà envers moi-même, envers mes équipes, pour pouvoir garantir une baguette qui soit digne de ce nom. Les bruits de perceuses ont remplacé les cris des enfants cet été à l'école primaire Robert Schuman de Sarralbe. Actuellement, ces ouvriers fixent ces ossatures en bois sur le mur de l'école. Première étape avant la pose de ces panneaux muraux pour isoler le bâtiment. La municipalité de Sarralbe a voulu profiter de l'été pour lancer ce chantier de rénovation énergétique. Il concerne également l'école primaire de Rèche, un bâtiment construit dans les années 60 et mal isolé. À l'école de Rèche, des stores ici vont être installés courant du mois de septembre pour limiter la chaleur en été. Des brises soleil orientables pour éviter la surchauffe du bâtiment, parce que toute la journée, pratiquement, ils ont le soleil sur les vitres des salles de classe. À l'horizon donc 2026, ce qu'on prévoit aussi de faire, c'est l'isolation extérieure de tout le bâtiment, donc de l'école élémentaire de Rèche. Donc ce qui est proposé, c'est d'isoler par l'extérieur le bâtiment, avec une isolation polystyrène, épaisseur de 16 cm. Une nouvelle chaudière à condensation a également été installée ces dernières semaines à l'école de Rèche. Du fait qu'on va isoler le bâtiment, on n'a plus besoin de la même puissance de chaudière. Donc, actuellement, il y avait une vieille chaudière à condensation à faible rendement, donc on la remplace par une chaudière à condensation haut rendement. Dans les deux écoles, le système d'éclairage sera également renouvelé avec la pose de pavés LED, moins énergivores que les anciens luminaires. Ce vaste chantier de rénovation énergétique doit permettre à la commune de réduire sa facture énergétique en électricité et en gaz. L'objectif, c'est de faire minimum une économie de 40% d'économie d'énergie après les travaux réalisés. D'éviter du gaz à effet de serre, normalement avec les calculs, on évite 33 tonnes de CO2 par an. À Rèche, le sol du préau est également en cours de réfection. Coût du projet, 90 000 € hors taxe pour l'ensemble des travaux réalisés à l'école de Rèche et 40 000 € hors taxe pour l'école Robert Schuman. La première phase du chantier prendra fin avant le retour des élèves en classe. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde. Demain, le grand ciel bleu du matin ne résistera pas l'après-midi. Les températures évolueront entre 12 et 21 degrés. Demain, vendredi, nous fêterons les Fabrices. Il fera jour de 6h32 à 20h36. Excellente journée à tous.
Cet été, sublimez vos barbecues avec Intermarché Sarreguemines et Beach. Nos rayons boucherie et poissonnerie vous proposent un large choix de brochettes, viande marinée et poissons frais prêts à passer sur le grill. Pour des instants gourmands, conviviaux et toujours à prix juste. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Besoin de vider une habitation, un jardin, des locaux professionnels, rapidement et sans souci? B&B Débarras est là pour vous. Une équipe qui gère tout avec soin et efficacité et valorise vos objets pour réduire vos coûts. Devis gratuit et intervention rapide. Plus d'infos sur Facebook ou notre site internet. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à la découverte du Moulin de la Blise. Ce site est situé à Sarreguemines, non loin du centre nautique. Il a été entre 1825 et 1969 l'une des unités de fabrication de la célèbre faïencerie de Sarreguemines. Vous pouvez y accéder en vélo par la piste cyclable qui longe la Blise ou alors, comme moi, par la forêt du côté allemand. Et comme chaque semaine, Marie-Morgane va nous présenter un lieu à proximité. Aujourd'hui, elle reste sur Sarreguemines, mais vous allez le voir, la végétation est quelque peu différente. Regardez. Chers amis, aujourd'hui je fais une halte à Sarreguemines. Pour la nuit, j'ai décidé d'innover en me rendant dans une Love Room. Elle a été créée par Yolande Muller il y a un peu plus d'1 an maintenant. Infirmière libérale, elle a voulu trouver un complément de revenus. Elle met un point d'honneur à peaufiner sa décoration sur la thématique de Bali. Et d'autres accessoires complètent le logement. Ici, c'est l'espace coquin. Donc alors là, tu as différents accessoires avec des accessoires coquins, on va dire. Un sofa tantrique. Ensuite, ici, il y a une croix de Saint-André qui est vraiment de bonne qualité. Elle est faite en bois. Et derrière, vous avez le mur végétal. Et ensuite, là, il y a une balancelle en fait en cuir. Sauna finlandais et jacuzzi sont installés au rez-de-chaussée dans une ambiance paradisiaque. Je suis une passionnée de la décoration. Donc là, c'est le thème balinais. Donc c'est vraiment, vous avez vraiment l'impression d'être en vacances. Donc ça, c'était vraiment le principe en fait. Donc c'est un côté une love room, mais c'est plus qu'une love room. Il y a un côté de dépaysement total. Yolande Muller a un nouveau projet de Love Room pour 2026 dans le Grand Est, avec une nouvelle thématique. Bonjour. Bonjour Aurore, merci de nous accueillir sur le site du Moulin de la Blise. Tu es donc la responsable accueil des visiteurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Et tu n'es pas native d'ici parce que mon petit Don me dit que tu es de Loire-Atlantique. Exactement. Et comment est-ce que tu es arrivée ici? Je suis arrivée dans la région après mes études et je suis tombée sous le charme, donc je suis restée. Oui, effectivement, Sarreguemines, c'est une belle ville. Et quelles sont tes missions au sein des services alors? Alors moi, je m'occupe de l'accueil des publics au sein des musées, de la programmation et aussi de la communication. Ok. Donc en parlant de public, vous accueillez des scolaires et aussi des touristes. Vous avez beaucoup d'étrangers? On a pas mal d'étrangers au musée de Sarreguemines et notamment au Moulin de la Blise. On a la chance d'être vraiment à la frontière et d'avoir à peu près 30% de visiteurs allemands. Les Sarrois seront donc plus à même que toi et moi pour décrypter cette expression en plate. Regardez.
Action. Lecker ich gesund. Moi, je venais juste acheter du parfum de base. Ça veut dire sourire, c'est la santé. Ah ben voilà. Et comme tu as un joli sourire, voilà. Lâche ist gesund. C'est ça. C'est mal écrit. Ah, tu l'écrirais comment? Lâche, c'est pas comme ça, si. Ah, pas toi, peut-être quand même, si, ouais, t'as raison, ouais, d'accord, ok, ouais. Mais faut pas me demander ce que ça veut dire par contre. Hein. Et tu sais ce que ça veut dire? Non, je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire rire, c'est la santé. Ah ben voilà, tu vois. Lachen ist gesund. Bah oui, bien sûr. Ah, ça veut dire quoi? Ben, sourire est bon pour la santé. Nous sommes ici devant les meules qui tournent grâce à l'énergie hydraulique du cours d'eau de la Blise qui est juste derrière nous. C'est ça. Est-ce que tu peux me faire une petite explication technique de comment ça fonctionnait à l'époque? Donc en 1825, Paul Schneider, qui est directeur de la faïencerie de Sarreguemines, dont l'usine se trouve en cœur de ville à peu près 2 km d'ici, décide d'acheter le moulin de la Blise, qui existe déjà, et de le transformer en moulin à cailloutage. En fait, le principe, c'est de produire de la faïence fine à Sarreguemines. Et donc, pour ça, il va intégrer dans la pâte des galettes silex. Et donc, ces galettes silex, on doit au préalable les calciner, c'est-à-dire les faire cuire jusqu'à 800 degrés pour les rendre friables, pour pouvoir en fait les passer sous la meule et les réduire en poudre. Donc, la meule devant laquelle on se trouve, c'est celle dans laquelle on broyait justement ces galettes silex qui intégraient ensuite les recettes de pâte pour fabriquer la faïence fine pour la faïencerie de Sarreguemines. Merci pour ces explications techniques. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on aille du côté de Didin, où se trouve un autre moulin. Celui-là ne broyait pas du silex, mais du blé. Regardez. Le village de Didin, situé à 10 km de Sarreguemines, s'étend sur 300 hectares. Encerclé par la Sarre et par la D33, il ne manque pas de charme avec son église, son moulin et ses habitants, surnommés les Sandhase ou lapins de sable en raison de la terre sablonneuse du banc. L'histoire de Didin est mouvementée et riche à la fois. Les hommes y ont vécu autrefois du labeur de la terre et se sont battus pour la défendre. Bienvenue au moulin de Didin. Donc vous êtes ici devant une des plus anciennes bâtisses du village, puisque ce moulin date historiquement de 1640. 1640 est la date de première mention de ce moulin. C'était en fait l'époque de la sinistre guerre de 30 ans. Le village de Didin était complètement détruit, comme bon nombre de villages également aux alentours. Et du moulin, il ne restait que les 4 murs. Et on sait, de par ces sources historiques, que c'était un moulin à farine, de seigle et de blé. C'était un ancien moulin à 2 roues, donc on voit encore l'emplacement des 2 roues, dont l'activité s'est arrêtée en 1939. Le grand-père de l'actuel propriétaire, Gustave Pfeiffer, avait repris le moulin en 1937 et il est connu pour des faits de résistance. En fait, il a caché des prisonniers aux nazis. Et malheureusement, il a été dénoncé en 1944. La Gestapo l'accueillit dans la cour du moulin. Il a été déporté au camp de Schirmeck, puis ensuite en Allemagne, où il a dû travailler dans des fermes. Il a finalement pu s'échapper pendant la débâcle en 1945 pour retrouver son foyer le 8 mai. Et ses faits de résistance ont été récompensés par la Légion d'honneur en 1971. Comme vous voyez ici, on est dans un cadre naturel vraiment très préservé. Derrière nous, on a le canal d'amener de l'eau qui alimentait le moulin à l'époque, moulin dont l'activité s'est arrêtée en 1939. Juste derrière, vous avez la Sarre et encore derrière, vous avez le canal des Houillères. Alors, qui dit Sarre dit aussi éléments en furie. Et effectivement, autrefois, il y a eu des crues mémorables au niveau de cet endroit. Au
bord de Sarre, on ne trouve pas forcément que de belles plantes ou de beaux arbres. Il y a également un personnage sinistre qui peut rôder, qu'on appelle l'homme au crochet ou le Hawkmon. Personnage légendaire très connu et qui peut happer les petits-enfants qui s'approchent trop près de l'eau avec son crochet. C'est un croque-mitaine que les parents utilisaient bien volontiers pour prévenir leurs enfants de ne surtout pas s'approcher de l'eau. Donc personnage sinistre, mais qui a certainement sauvé beaucoup de vies. On se trouve maintenant dans le bâtiment principal du moulin, qui est composé de 3 étages. Et ici, on se trouve au premier étage. Et qu'est-ce qu'on peut y trouver? Donc la première étape, ça va être celle devant laquelle on se trouve ici. C'est celle qui était réalisée historiquement dans le bâtiment du moulin, qui était l'atelier de broyage des roches dures. Donc c'est une opération qui s'effectuait à l'origine avec des meules, comme celle qu'on a vue dehors tout à l'heure, et qui a été remplacée par la suite par des broyeurs. Donc un broyeur, c'est ce que vous avez ici. C'est une grande cuve métallique à l'intérieur de laquelle on va mettre nos roches dures avec des billes de porcelaine ou de silex, qui vont en fait les broyer jusqu'à obtenir une granulométrie très fine. Et cette roche broyée va ensuite être mélangée aux autres ingrédients de la pâte céramique. Ça fonctionne un petit peu comme une machine à laver alors, c'est ça? Exactement, c'est comme un broyeur de machine à laver. Il faut imaginer qu'on avait à l'intérieur du moulin autrefois une quinzaine de broyeurs comme celui-ci. Donc pour fabriquer une pâte céramique, on a besoin de roches dures, mais aussi de matières plastiques comme l'argile ou le kaolin. Les matières plastiques, on va les délayer dans de l'eau. Donc c'est ce qu'on faisait dans cette machine qu'on appelle familièrement un patouillard. Une fois que le mélange était fait, on filtrait ces pâtes pour enlever les éléments un petit peu trop gros. Donc là, on se trouve devant les filtres presse, c'est ça? C'est ça. Donc en sortant du patouillard, on a ce qu'on appelle de la barbotine, c'est-à-dire de l'argile liquide, qui pourrait être utilisée comme telle, mais à Sarreguemines, étant donné que l'unité de production des pâtes céramiques se trouve assez éloignée des unités de production, de fabrication des objets, on retirait une grande partie de l'eau de cette pâte pour en faire des galettes sèches qui étaient plus facilement transportables vers les usines du centre-ville. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Alors cette machine, c'est une tine. Donc les galettes qu'on a vues qui arrivaient dans les usines du centre-ville pour être façonnées avaient une problématique, c'est qu'on n'avait pas une densité égale sur l'ensemble de la galette. Vu la technique employée pour les réaliser, on avait une pâte qui était beaucoup plus sèche aux extrémités et beaucoup plus, on va dire, riche en eau au cœur. Donc on devait malaxer ces galettes pour avoir une densité égale sur l'ensemble de la pâte. C'est le rôle de la tine où on va déposer en fait les galettes pour qu'elles soient malaxées et elles vont ressortir en fait sous forme de boudin, ce qui leur donne justement leur surnom de boudineuses. Donc ici nous avons les moules, c'est ça? C'est ça, les moules qui servaient pour la technique du coulage. Donc c'est une technique dans laquelle on va utiliser justement la propriété du plâtre qui constitue les moules. Donc le moule est creusé de la forme de l'objet que l'on veut réaliser. On va l'utiliser fermé et on va couler à l'intérieur la pâte céramique sous forme liquide, donc la barbotine, dont le plâtre va absorber en fait l'eau de façon à créer une épaisseur de pâte qui va se coller aux parois. Donc là, on est devant une croûteuse, c'est ça? C'est ça. Donc c'est la première étape vers l'estampage ou le calibrage, qui sont deux autres techniques de façonnage qu'on utilisait à la manufacture. Donc en fait, la croûteuse, elle va permettre de faire vraiment une croûte où on va avoir une pâte avec une épaisseur très régulière qu'on va pouvoir ensuite déposer sur un moule en plâtre. Donc on va partir d'une section de pâte qui est sortie en fait de la tine tout à l'heure, que l'on va poser sur cette base en plâtre. Donc il faut imaginer que la base, elle tourne. Et pendant ce temps-là, on va en fait abaisser le manche de la croûteuse. Et le calibre ici, qui est plat, va permettre d'aplatir la pâte et d'en faire une croûte. Exactement. Il y a beaucoup de parallèles entre la fabrication de la céramique et la cuisine. On va la poser sur le moule en plâtre qui va donner la forme intérieure de l'assiette. Donc là, on a les pièces qui sont dites crues et qui vont passer au four. Exactement. Donc une fois que les pièces ont été façonnées, que ce soit par coulage, par calibrage, on va les laisser sécher pour qu'elles perdent une grande partie de leur eau. Et ensuite, on va passer à l'étape de la première cuisson pour la faïence, qui va en fait permettre d'obtenir ce que l'on appelle ensuite le biscuit.
Ok, bah moi quand j'entends le mot biscuit, je ne sais pas toi, mais moi ça me donne faim et on va rejoindre Audrey dans la cuisine de Mosaïque qui va nous préparer un gâteau au vin rouge. Regardez. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis accompagnée à nouveau d'Hugo et ensemble on va vous préparer un gâteau au vin rouge. Pour les ingrédients, il vous faudra 250 g de beurre, 4 jaunes d'œufs, 4 blancs d'œufs, une cuillère à café de cannelle, 100 g de chocolat râpé, une cuillère à café de cacao, un verre de vin rouge, 250 g de sucre et 250 g de farine et un sachet de levure chimique. Alors Hugo, tu vas commencer par verser les 4 jaunes d'œufs dans le bol du robot. Ouais. Avec le sucre. D'accord. Maintenant, tu baisses le robot et tu vas mélanger ça un petit peu. On va rajouter le beurre. D'accord. Aide-toi de la petite spatule, ça ira mieux. Voilà. Ah, ils sont collés. On remet le robot en route. On mélange. Hugo, vas-y, tu peux rajouter le cacao. D'accord. La cannelle. Le chocolat râpé. Voilà, maintenant on rajoute lentement le vin rouge. Je l'ai fait parce que c'est un peu compliqué. Tu verses la levure chimique et la farine. On va laisser tourner ça et on va en même temps monter les blancs en neige. On va les monter en neige ferme. C'est parti! Bon ben voilà, on a nos blancs en neige qu'on va incorporer à la pâte. Et on mélange le tout délicatement à la spatule pour ne pas casser les blancs. Voilà, notre pâte est prête. On va pouvoir la mettre dans le moule. J'ai utilisé ici un moule en flexipan, donc pas besoin de matière grasse et de farine. Par contre, vous, chez vous, si vous utilisez un moule autre que ça, il faudra mettre de la farine et du beurre. Allez, hop là! C'est parti, il va partir 1 heure au four à 180 degrés. Voilà, notre gâteau est cuit, on va pouvoir le sortir du four. Et on va passer au démoulage. Pour un peu plus de gourmandise, on va pouvoir saupoudrer de sucre glace. Voilà, notre gâteau est prêt. Bon appétit! En attendant la cuisson du biscuit, on est monté au 2e étage à l'atelier de décoration. C'est ça. Donc au 2e étage, on va présenter toutes les étapes de décoration qu'on va pouvoir faire sur le biscuit, justement, avant d'y apposer une glaçure et d'opérer la dernière cuisson. Donc la technique la plus ancienne, c'est ce qu'on appelle la peinture à la touche. Donc ça, c'était à la main? C'est ça. Donc à la main, un geste crée un pétale de fleur ou une feuille, crée en fait vraiment un élément, d'où l'importance de la touche, du savoir-faire. On va, tout au long de l'histoire de la manufacture, tenter de simplifier le geste pour pouvoir aussi produire en plus grande quantité les différents décors. Donc, l'une des premières choses qu'on va mettre au point, c'est le poncif.
Donc ici, on présente la technique de l'aérographe. En fait, c'est une technique qui permet de décorer les biscuits en projetant de la peinture directement dessus, ce qui permet d'avoir un rendu beaucoup plus diffus, beaucoup plus doux. Donc là, on utilise une autre technique pour décorer les assiettes. C'est ça. Donc on va avoir le développement des techniques par impression. Donc on a en réalité différentes techniques qui se cachent derrière ce terme, qui vont en fait se succéder au cours des années. On va débuter par des techniques d'impression à partir de plaques de cuivre gravées. Ensuite, on va passer à la lithographie et plus tardivement à la sérigraphie. Donc là, on a nos biscuits qui sont décorés, qui ont été cuits une première fois et qui vont repasser à une deuxième cuisson. Exactement. Donc là, on a apposé le décor sur le biscuit, on l'a recouvert d'une glaçure et on va effectuer une dernière cuisson qui va permettre en fait de figer le décor et de recouvrir le biscuit de notre glaçure qui va lui assurer solidité. Et j'ai une petite question. Là, je vois que vous avez des portraits qui sont accrochés un petit peu partout sur cet étage et les étages en dessous. Qui sont-ils en fait? Alors, ce sont d'anciens employés de la manufacture de Sarreguemines qui ont été pris en photo et répartis dans le musée pour témoigner en fait de ces personnes qui ont apporté leur savoir-faire à la faïencerie de Sarreguemines. Donc, ils ont été mis à l'honneur. Moi, ce que je te propose maintenant, c'est de mettre à l'honneur une autre personne. Il s'agit de Frédéric Dallomo. Il est le président du Fort Cassot de Rohrbach-les-Bitches. Regardez. Alors moi, je suis natif de Diemeringen dans le 67. J'ai toujours eu envie de savoir un petit peu, de connaître un petit peu ce qui s'était passé durant ces périodes, ce qui était toujours un peu compliqué étant jeune parce que, à part l'éducation nationale, les grands-parents en parlaient vraiment très peu. Ça m'a pris suite à une visite que j'ai effectuée il y a maintenant 21 ans, ici sur l'ouvrage. Un guide passionné, comme la plupart d'entre nous, m'a fait cette visite et je suis vraiment tombé amoureux de ce site. Je me disais que cet ouvrage ne pouvait pas être laissé à l'abandon comme ça. Il fallait vraiment perpétuer la mémoire des anciens. Et donc, ouais, je me suis pris au jeu. Donc, effectivement, au départ, en tant que bénévole, que membre actif. Et par la suite, je suis passé secrétaire, vice-président. Et aujourd'hui président. Je sors du technique, j'avais surtout envie de savoir ce qui s'était réellement, ce qu'on arrivait réellement à faire dans cette période-là. Et c'est vrai qu'en s'occupant de cet ouvrage-là, on se rend compte qu'il y a quand même des choses magnifiques que les anciens ont pu faire. Donc j'avais vraiment envie de voir un petit peu ces choses-là, en mécanique ou en électricité. Je fais ce que je peux avec le temps que j'ai. Si j'ai 5 minutes au travail, ben, j'essaye de focaliser aussi sur l'association. Et inversement, on s'occupe très bien du fort. Chacun à sa manière, ben, on essaye de donner un petit bout de nos compétences pour le maintenir en état. Peintre, électricien, mécano, enfin voilà quoi. Et bien sûr les historiens, parce que forcément on en a aussi des historiens. On se retrouve ici, entre passionnés, on se retrouve là, mais vraiment dans une bonne ambiance. Alors je dis pas, on ne passe pas forcément tout notre temps à gratter les murs, à peindre les murs. C'est clair que ça en fait partie, c'est le plus gros de notre boulot. Mais après, être comme ça pendant une heure ou 2 heures autour d'une table, à rigoler, à parler d'autres choses, ça fait partie aussi de cette vie d'association. L'instant d'une visite fait que cette rencontre-là nous apporte aussi énormément de choses. Alors pour certains, effectivement, on a dû s'adapter, on a dû les pousser parce qu'on était peut-être un peu timide. Moi, j'étais un timide au départ. Ça m'a sacrément aidé. On commence à instaurer, à mettre en place des escape games régulièrement. Et puis, un événement phare, effectivement, au mois de juin. Le devoir de mémoire, je pense qu'effectivement, c'est primordial pour les générations futures. Et j'espère aussi que d'autres présidents, d'autres personnes prendront ma place pour justement faire avancer un petit peu les choses. Alors oui, je le souhaite de tout cœur,
que ça puisse continuer dans cette bonne entente, dans cette cohésion, et qu'on puisse toujours montrer cet ouvrage. Je continuerai. C'est sûr, c'est une passion. Donc oui, je continuerai, même si je dois lâcher demain. Nous sommes maintenant dans la maison du directeur qui est située à l'avant du site. C'était auparavant l'accueil et là maintenant vous lui avez donné une autre vocation. Tout à fait. C'est devenu un espace où on peut découvrir l'histoire de l'unité de production du Moulin de la Blise et son rôle au sein des usines de la manufacture de Sarreguemines. Si vous avez une pièce où les scolaires peuvent s'essayer à l'énergie hydraulique, et je vais maintenant tourner la manivelle. Et donc là, on voit que l'eau fait tourner la turbine qui entraîne l'arbre situé juste au-dessus. Grâce à un système de roues dentées, le mouvement est transmis à un second arbre. Donc il faut imaginer qu'il se trouve à l'intérieur du moulin. Et ensuite, via les courroies, il actionne le broyeur. C'est ludique pour les enfants, c'est vraiment très chouette. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller rejoindre Sandrine qui nous présente le territoire à sa façon. Regardez. Hop là, c'est l'heure de jouer et pour ça, j'accueille aujourd'hui Anna et Thibaut. Alors, Anna, dis-moi, tu viens d'où? Dans Chambert. En Chambert, ok. Et toi, Thibaut? Moi, je viens d'Ilsprich. Ilsprich. Ok, donc on est un petit peu du côté de Sarreguemines, du côté de Beach. Et puis pour votre première épreuve, vous allez voir, ça va se passer à l'aveugle. Vous allez devoir deviner quel objet emblématique du territoire se trouve dans cette boîte. C'est à toi de commencer, Anna, et je vais te laisser mettre les mains dans la boîte et découvrir quel est ton objet. Donc vas-y, c'est à toi. Alors, il va falloir que tu me décrives un petit peu ce que tu sens. Je sens du papier. Du papier, ouais. C'est plutôt mou. Qu'est-ce que ça pourrait être? À quoi ça te fait penser? Du sucre. Ça pourrait être du sucre. De la farine. C'est ça, c'est de la farine. Tu peux le sortir. Alors en fait, c'était un paquet de farine du moulin Arnett de Volminster. Tu peux le montrer à la caméra. Alors en fait, c'est un moulin, il faut le savoir, qui existe depuis 1950 et qui est toujours en activité. Super, bah t'as été très forte, bien joué. Et ça va être au tour de Thibaut. Je te laisse essayer de deviner ce qui se trouve dans la boîte. C'est parti. Tu veux. Alors. C'est plus petit. Ouais. Qu'est-ce que tu sens? Ça ressemble à... C'est assez froid. Ouais. Ça ressemble à une sorte de pot, un pot où on met le beurre. Ah ouais, ok. Moi, j'ai un pot qui ressemble à ça. C'est possible. Et qu'est-ce qui pourrait être J'ai froid? l'impression que ça me fond entre les mains, peut-être un pot de glace. C'est la bonne réponse, tu peux le sortir. Alors c'est une glace au chocolat pour le coup, mais elle vient de la ferme du Kleinwald qui fait ça à Breidenbach et qui en propose depuis 2016. Et vous avez le choix à la vente entre près de 40 parfums. Et du coup, je suis très contente parce qu'on va pouvoir les goûter tout à l'heure. Merveilleux. Bien joué, tu as toi aussi deviné. Et du coup, pour vous départager, on va devoir passer à la deuxième manche. Vous aurez face à vous une carte vierge sur laquelle vous devrez replacer une commune. Et pour toi, Anna, ce sera Philipsbourg. Est-ce que tu sais déjà un petit peu, tu visualises à peu près où c'est Philipsbourg ou pas du tout? Un peu. Ok. Peut-être. Est-ce que tu veux un indice? Oui, je veux bien. Alors tout ça, c'est le territoire de Sarreguemines. Oui. Et tout ça, c'est le territoire du Pays de Beach. Voilà. Par là. Ici, là. Ok. On va regarder les résultats. Alors, toi, tu as mis quoi? Putlangeolac et Philipsbourg, c'est ici. Bon, on est un petit peu... c'est complètement l'opposé, donc si jamais on retourne la carte, c'était parfait. Non, c'est vraiment à côté, là. On va voir tout de suite si Thibaut s'en sort mieux. Et pour toi, Thibaut, ce sera Blisbruck. Blisbruck. Ouais. Ok. Alors d'après toi, c'est quoi? Tu te situes un peu comme ça de Je tête, vois un les peu villages? entre Sarreguemines et Beach. Ouais. Blisbruck, parce que je crois que j'ai fait de la poterie là-bas. Ouais, c'est pas impossible. Ouais. Il y a le parc archéologique. Ouais, voilà, c'est là. Mhm. Je dirais c'est pas un trop grand village, je dirais à peu près ici. Ok. J'ai mis sur Erchin. Ah, et c'est où Blisbruck? Ah, 2 communes à côté. C'était quand même plus proche de Sarreguemines que ce que je pensais. Ouais. Ah bah c'est top. Bon, on va dire que c'est plus proche qu'avant. C'est plus proche. Il va nous falloir une dernière manche pour vraiment vous départager.
Et pour ça, on va sortir les buzzers et je vais vous poser 2 questions tirées du jeu du pays de Sarreguemines Beach. Et il faudra être le plus rapide à buzzer et avoir la bonne réponse. À Petit Riedersheim, que sont ces animaux que vous pourrez approcher lors d'un safari photo? Le bison. C'est ça, exactement. C'est les bisons d'Amérique, du coup, qui sont visibles à Petit Riedersheim, un animal assez fou à voir dans notre secteur. Dans les Vosges du Nord et en particulier dans le pays de Beach, ces animaux contribuent à l'entretien des fonds de vallée et laissés en friche et on les appelle... Les poilus cornus. C'est ça, tout à fait. C'est les poilus cornus ou les Highland Kettle. Et c'est vrai qu'on en trouve pas mal par chez nous. Bien joué, je l'avais pas celle-là. Bien joué. Et ben, je crois que c'est Anna qui l'emporte au final parce que bon, la carte, tu l'as un petit peu dépassée. Mais ces questions, elles sont des mieux sorties. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment tous les deux. Ouais, très bien, c'était marrant. Oh bah super. Moi aussi, j'ai passé un agréable moment. J'espère que vous aussi. Et on se dit à la semaine prochaine pour de nouveaux défis. Donc on est là dans l'atelier poterie et petits et grands peuvent s'essayer à la poterie eux-mêmes, c'est ça? C'est ça. Donc on a en fait 2 ateliers sur le site du Moulin de la Blise. La petite fabrique qui permet essentiellement aux scolaires de se mettre dans la peau d'un ouvrier du 19e siècle et découvrir toutes les techniques qu'on présente dans le musée des techniques faïencières. Et la poterie où là on propose des expériences créatives à travers des techniques un peu plus artistiques comme le modelage et le tout. Et là, on a un petit exemple de ce qu'ils ont fabriqué. Tout à fait. Donc avec une belle petite tasse et la cuillère qui va avec. Voilà, donc là, on était sur un atelier de fabrication de son set à thé. Ok, ce que je te propose maintenant, c'est on va aller chausser nos chaussures de randonnée, on va prendre un grand bol d'air frais et on va rejoindre Tristan à Roppwiller. Il va nous faire découvrir le site du Petit Colorado. Regardez. Latschlossfelsen, donc le rocher du vieux château. Et il y avait bien un château au XIIe siècle qui était érigé au sommet de la barre rocheuse. Donc on est sur une barre rocheuse de 1,5 km de long qui atteint parfois 25 mètres de haut par moment. Et on est situé sur le territoire allemand. On suit la petite pastille rouge des sentiers d'excellence. Vous avez un panneau à l'entrée du village de Roppwiller lorsque vous vous garez, qui vous explique en fait quelle pastille suivre. Et vous avez une marche de 7 km qui vous attend avec la découverte du rocher à la moitié du chemin. Alors il faut remonter assez loin, jusqu'à 250 millions d'années pour être précise. Et l'aspect creusé qui rappelle un peu le Colorado, c'est dû justement à la séparation des plaques terriennes et ensuite à l'érosion due au temps, au vent. On le voit notamment sur ces points-là, toutes ces différentes strates qui se sont effritées au fur et à mesure du temps. La couleur rouge est due au minerai de fer en fait, qui compose le grès des Vosges. Donc c'est lui qui directement définit la couleur, qui change aussi au fur et à mesure du moment de la journée, selon l'exposition au soleil, etc. Et c'est une roche très poreuse qui en fait se répercute aussi sur le sol qui est sablonneux. C'est vrai que ce site n'était pas autant connu avant la crise du Covid. Et après, on a aussi eu, comme c'est très beau, des personnes qui, sur Instagram, ont commencé à partager les clichés. Et les réseaux sociaux ont aussi fait que le lieu a été découvert. C'est une partie de la barre rocheuse qui s'est détachée, le rocher que vous voyez derrière moi. C'est un rocher qui est surnommé la proue de navire parce qu'il ressemble à l'avant d'un gros paquebot tel qu'on peut se l'imaginer comme le Titanic, etc. Après ces belles découvertes, on a eu envie de se poser un petit peu et de déguster une bonne tasse de thé dans de la faïencerie de Sarreguemines. C'est bien ça? Tout à fait. Donc on a un salon de thé à l'accueil qui propose des boissons chaudes, des boissons fraîches, quelques gâteaux également en saison touristique. Et le tout servi dans de la vaisselle de Sarreguemines. Donc là, par exemple, on a le service Foxtrot qui est un grand emblématique de la période Art déco. Notre émission touche déjà à sa fin. Merci beaucoup Aurore de nous avoir accueillis. Avec plaisir.
Et on vous accueille au printemps pour vous faire découvrir le jardin la prochaine fois. Oui, parce qu'il est vraiment très beau en plus. Hein. De mon côté, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité et dans un autre lieu. Et hop là!